Ok, bonjour, je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui à l'occasion de ce colloque de clôture en l'honneur de Gabriele Veneziano et aussi de pouvoir partager avec vous les détails et surtout les défis expérimentaux et les derniers résultats d'une découverte qui est assez spéciale. Et comme Jean l'a déjà expliqué, elle a changé notre compréhension de la physique fondamentale et donc aussi de la structure et de l'évolution de l'univers. Donc, comme je suis le premier orateur qui est impliqué dans le projet LHC, je vais juste vous rappeler ce que c'est le LHC. C'est l'accélérateur le plus puissant au monde, jamais construit par l'homme. Vous voyez ici une vue aérienne de la région de Genève. Le LHC, c'est un accélérateur qui est abrité dans un tunnel souterrain, 100 mètres de profondeur, de circonférence 27 km. Donc là, c'est une vue aérienne de la région de Genève. Jean a montré à la même vue, mais de notre prise de notre angle. Donc là, c'est l'aéroport de Genève, le site principal du CERN, qui est le plus grand laboratoire au monde pour la physique des particules. Le lac Léman, il est par là. Ici, la chaîne du Jura. Donc, vous voyez, les petits points blancs marquent la frontière, indiquent la frontière entre la Suisse et la France. Et donc, pendant les derniers 3 ans, on a fait circuler 2 vaisseaux très intenses de haute énergie de protons dans les 2 directions opposées. Ces protons avaient une intensité et une énergie sans précédent. L'énergie en particulier, on a atteint des niveaux de 4 TeV, donc énergie de collision de 8 TeV. Donc pour vous donner une idée, c'est 4 fois plus élevé que le collisionneur le plus puissant précédent, le plus puissant, qui était le collisionneur de Tevatron aux États-Unis. Donc on a dépassé d'un facteur 4. Et donc, ces faisceaux entraient en collision en 4 points de l'accélérateur, indiqués par les 4 étoiles jaunes, où on avait installé dans des cavernes souterraines énormes 4 grands instruments qu'on appelle détecteurs de particules, qui s'appelle Atlas et CMS. C'est les 2 expériences qui ont annoncé le 4 juillet 2012 la découverte du boson de Higgs. Et puis 2 expériences plus petites, ALICE et l'HCB, consacrées à des buts physiques plus spécifiques. Maintenant, la France, avec le CNRS, l'INDP3 et le CEA Saclay, a donné des contributions vraiment très importantes, de très grande qualité à ces projets, en termes d'idées, de technologies, de ressources humaines et financières. Et les physiciens français, dans la classe, je parle de l'expérience Atlas, ont contribué d'une façon très importante aussi à la découverte de cette nouvelle particule, dont je vais vous parler dans la suite. Donc le 4 juillet 2012 a été un peu l'aboutissement, on espère en fait le premier aboutissement et pas la fin, donc un peu un début aussi, d'un chemin très long, et donc dont les étapes principales sont tracées ici de façon très rapide. Donc les premières discussions sur la faisabilité et sur le potentiel de physique d'une machine, d'un collisionneur proton-proton dans le tunnel qu'on avait creusé, était en train de creuser pour la machine et plus ou moins du LEP, ont démarré en moitié années 80. À l'époque, moi, je n'étais pas encore là, mais c'était effectivement un événement assez historique, un workshop à Lausanne dont tout le monde se rappelle. L'approbation du projet arrive 10 ans plus tard. La construction de la machine, de l'accélérateur et des expériences commencent en 1996. L'installation dans le tunnel pour l'accélérateur et dans les cavernes pour les expériences commence en 2003. Et les premières collisions à haute énergie en avril 2010 démarre un programme de physique qui va continuer, on pense, pour une vingtaine d'années.
En 2012, on est monté en énergie à 8 TeV, donc on a fait un step de 1 TeV, ce qui était crucial pour découvrir le boson de Higgs rapidement. La découverte est arrivée en juillet de la même année. Et en février de cette année, on a terminé cette première phase de prise de données qui a duré à peu près 3 ans. On est en ce moment dans une phase d'arrêt. Dans laquelle, qui a duré 2 ans, dans laquelle on va apporter des améliorations et des réparations aussi à l'accélérateur pour pouvoir en 2015 monter à l'énergie de projet du LHC qui est autour de 14 TeV. Peut-être on va commencer à 13 TeV, mais bon, pour monter à l'énergie de projet. Donc, vous voyez, 20 ans des premières idées jusqu'au début des opérations, un programme qui va s'étaler sur 20 ans, donc un projet de 40 ans. 20 ans, en fait, d'efforts de la communauté internationale de la physique des particules pour construire des instruments, un accélérateur et des expériences sans précédent. Ça demandait l'introduction des technologies, de nouvelles technologies, de technologies de pointe dans un grand nombre de domaines, les matériaux, les éléments superconducteurs, la cryogénie, le traitement des données, l'électronique, etc. Ça a aussi demandé beaucoup de nouveaux concepts et aussi beaucoup je dirais, d'ingéniosité, de courage et de ténacité pour affronter un grand nombre de problèmes dont ce chemin a été parsemé. Parce que, bien sûr, quand on travaille avec à la limite de la technologie, on n'est jamais à l'abri de problèmes. Donc, on a eu beaucoup de difficultés pendant les derniers 20 ans. Donc, ça n'était pas facile de découvrir l'Higgs. On ne l'a pas découvert en 2 jours. Hein, c'est ça, clairement. Donc, comme j'ai déjà dit, l'accélérateur et les instruments, les détecteurs sont des instruments sans précédent en termes de complexité, technologie et performance. Donc, cet après-midi, Jörg vous parlera de l'accélérateur qu'on appelle machine dans notre jargon. Donc, si je dis machine, je veux dire l'accélérateur. Guido vous parlera de CMS, donc moi je vais me focaliser sur Atlas. Donc voilà un petit dessin d'Atlas. Il fait 46 mètres de long, 25 mètres d'auteur, donc c'est un monstre. Vous pouvez voir l'échelle en comparaison à 2 êtres humains, un homme, une femme, parce que dans l'Atlas on soutient la parité et l'égalité des chances. Donc on met toujours des hommes et des femmes dans nos petits dessins. Et donc pourquoi cette grande taille? Parce qu'on doit absorber et reconstruire avec précision les particules de haute énergie qui sont produites dans les collisions à haute énergie des faisceaux de protons. Et donc pour absorber et mesurer avec précision des particules de grande énergie, il faut de grands volumes. Donc c'est pour ça que ces manips sont aussi grandes que ça. Mais en même temps, donc il y a la taille énorme qui frappe, mais en même temps, ces manips sont des manips de grande précision parce qu'il faut reconstruire, donc tracer, reconstruire les trajectoires des particules qui sont produites dans la collision. Idéalement, chaque particule est reconstruite avec une précision de l'ordre d'une dizaine de microns. Et les microns, c'est un millionième de mètre. Donc, ces détecteurs sont grands, mais sont aussi faits d'un nombre énorme d'éléments sensibles individuels, 100 millions. La plupart, c'est des pixels de silicium, qui sont utilisés pour reconstruire une par une les trajectoires de ces particules produites dans les collisions. Il y en a des milliers à chaque collision des faisceaux. Ce détecteur doit être aussi très rapide, une réponse de l'ordre sur le temps de 25 à 50 nanosecondes. Une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde, pour pouvoir réagir vite parce que les faisceaux de protons se croisent 40 millions de fois par seconde. Donc, il faut avoir une réponse très, très, très rapide. Et aussi impressionnante, c'est l'infrastructure de calcul qui se base sur la grille. Frédéric vous dira plus cet après-midi. Mais juste pour vous donner déjà un petit apéritif, chaque année, les manips, chaque expérience produit une quantité de données de à peu près 10 pétabytes. Donc, si on voulait écrire ça sur des DVD, on aurait besoin d'une pile de 20 km de haut. Et aussi impressionnante, c'est la taille et
l'aspect international des collaborations des physiciens qui sont, et des scientifiques en général, physiciens, ingénieurs, techniciens qui sont impliqués dans ces projets. Par exemple, Atlas, comme Gabriel l'a déjà dit, est une expérience menée par 3000 physiciens qui vient de 38 pays. La France participe avec 7 laboratoires de l'NDP3 et plus le COA, et pour un total de 100 physiciens. Voilà 3 exemples de composantes très importantes du détecteur Atlas sur lesquelles la France a joué un rôle spécial. Donc, tout d'abord, le calorimètre électromagnétique qui est utilisé pour reconstruire les énergies des photons et des électrons, qui a joué un rôle crucial dans la découverte du boson de Higgs dans le mode en gamma-gamma, parce que les photons sont détectés par le calorimètre. Le calorimètre électromagnétique, en fait, d'Atlas, c'est une géométrie nouvelle, une nouvelle géométrie en forme d'accordéon. C'est une idée française, donc effectivement, c'est une idée nouvelle qui a été introduite par la France. L'autre exemple, c'est le détecteur de pixels de silicium. C'est peut-être l'objet de plus haute technologie d'un Atlas. Il est fait de 80 millions de senseurs de silicium de taille de pas 50 microns. Donc, c'est en fait cette taille très fine, c'est parce que ce détecteur, c'est le plus interne. Donc, la première couche est à 5 cm de la ligne du faisceau. Et donc, il se situe là où la densité des traces est la plus élevée. Et donc, il faut un détecteur très granulaire qui est capable donc d'identifier idéalement chaque particule produite dans la collision. Et de l'autre côté, par contre, la couche la plus externe du détecteur, le spectromètre à muons, qui est à l'extérieur et donc sert à utiliser pour détecter les muons, c'est des particules très pénétrantes, donc ils passent à travers, toutes les autres particules sont absorbées par ce qui est devant, le calorimètre, etc. Et les muons, eux, ils traversent tout Atlas, et donc s'il y a un signal dans le spectromètre à mu, c'est dû à une particule, à un muon. Et donc, ce spectromètre à mu dans Atlas s'étale sur une surface qui a une taille qui est plus grande qu'un terrain de foot. Donc, vous allez de l'infiniment petit à l'infiniment grand, disons de très petit au très grand. Voilà. Donc, et la France a contribué à ces 3 composantes d'une façon très, très, très importante. Mais Atlas, c'est pas seulement ça. C'est aussi des milliers de contrôles de qualité de chaque composant du détecteur. Chaque câble, chaque connecteur a été testé, a été soumis à des radiations très fortes pour avoir des composants très, très fiables. 15 ans de tests de prototypes et des modules de détecteurs avec des faisceaux de tests, 20 ans de simulation de la performance du détecteur et du potentiel de physique, 8 ans de tests sur grande échelle de l'infrastructure de computing et 17 rapports techniques. Donc, on peut se poser la question pourquoi. Pourquoi? Et la réponse vient de nos amis théoriciens, et Jean déjà a clairement expliqué très bien la motivation. La motivation que nous a inspiré, qui nous a donné le courage de nous embarquer dans cette aventure, c'est l'espoir de pouvoir découvrir à l'échelle de l'énergie du TEV, que cet accélérateur formidable nous fournit maintenant et nous met à disposition, de la nouvelle physique. Parce que le modèle standard, même si correct, parce qu'il écrit bien les particules élémentaires et leurs interactions, et le dernier succès est la découverte du boson de Higgs, n'est pas complet. C'est-à-dire, il ne peut pas expliquer tout ce qu'on observe. Par exemple, il ne peut pas expliquer la composition de la matière noire de l'univers, donc c'est 20% de l'univers. Il n'explique pas la symétrie entre matière et antimatière. Il n'explique pas les familles de fermions, comme j'en disais tout à l'heure, etc. Donc, on a toujours des motivations fortes pour penser que la nouvelle physique se cache quelque part à l'échelle du TEV. Donc c'est pour ça qu'on a construit cet instrument magnifique, l'accélérateur, et les manips, les expériences pour aller à l'échelle du TEV et regarder ce qui se passe. Et Gabriele a été clairement une des personnes qui nous a le plus inspiré. Donc c'est sa faute aussi. Voilà, donc tout a démarré en avril 2010, quand les premières collisions de faisceaux à énergie sans précédent ont démarré l'exploration ont démarré une nouvelle époque, je dirais, pour la physique des particules. Depuis ce jour-là, on a fait beaucoup de progrès. Donc l'accélérateur, les 3 composantes fondamentales,
l'accélérateur, les détecteurs et l'infrastructure de calcul ont marché à merveille, bien au-delà de nos attentes les plus optimistes. Les expériences ont enregistré une grande quantité de données. Donc, Atlas, par exemple, nous avons enregistré dans Atlas 5 milliards de collisions des protons. On a redécouvert dans une nouvelle énergie les particules du modèle standard qui avaient déjà été découvertes, donc les bosons WZ, les quarks, etc. Donc, et on les a mesurés à nouveau dans un nouveau régime. On a aussi cherché de la nouvelle physique, de nouvelles particules, de nouveaux phénomènes. Pour le moment, on n'a rien trouvé, donc on a pu exclure un certain nombre de scénarios. Mais clairement, la chose la plus enthousiasmante et plus importante, c'est qu'en juillet 2012, on a annoncé la découverte d'une nouvelle particule de masse à peu près 125 GeV, qu'à l'époque on appelait X-like, parce qu'on ne pouvait pas dire que c'était vraiment le boson de Higgs ou un boson de Higgs, mais aujourd'hui, on peut effectivement effacer le like, et pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que effectivement, ça ressemble de plus en plus à un boson de Higgs. Et donc, je vais aussi vous montrer pourquoi on est arrivé à cette conclusion où on en est avec ces études. Bon, alors, je vais aller à travers les ingrédients principaux qui nous ont permis de découvrir le boson de Higgs assez rapidement, parce que vraiment, on ne s'attendait pas d'y arriver déjà à moitié 2012. On pensait plutôt fin 2012, comme ça, et peut-être c'était déjà assez optimiste. Alors, le premier ingrédient, la performance absolument superbe de l'accélérateur. Donc, je laisserai à Jörg les détails de cet instrument magnifique, mais je vais juste vous dire un mot pour que vous pourriez comprendre ce que je dirai après. Donc, ce plot montre la luminosité intégrée livrée par le LHC, l'accélérateur à Atlas, en fonction du temps en 2010, en 2011 et en 2012. Je vous rappelle que la luminosité, c'est un paramètre d'un accélérateur qui est lié, proportionnel à l'intensité de faisceau, donc au nombre de protons que vous arrivez à faire circuler dans l'accélérateur et à la densité de ces protons. Alors, il est très important d'avoir une machine avec une luminosité très élevée, donc une grande intensité du faisceau, parce que le nombre d'événements que vous pouvez espérer d'observer pour un processus donné est proportionnel à la section efficace de ce processus fois la luminosité intégrée sur le temps. Donc, si vous cherchez des phénomènes rares, par exemple des particules très lourdes, il faut avoir une grande luminosité, donc il faut du temps, il faut beaucoup de protons, il faut beaucoup de collisions. Donc, la luminosité intégrée est proportionnelle, si vous voulez, à l'échantillon de données que vous avez. Donc, vous pouvez voir qu'au 4 juillet 2012, quand on a lancé la découverte, Atlas avait quelque chose comme 5 femtobarres inverses, qui est l'unité de la luminosité enregistrée en 2011, plus 5 autres en 2012, donc 10 en total. Et à la fin de l'année 2012, en fait, on avait multiplié par 3 notre échantillon de données. Donc, les résultats que je vous présenterai aujourd'hui sont basés sur l'échantillon complet, sur la totalité des données. Donc, vous voyez à peu près 30 femtobarres inverses. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la performance aussi exceptionnelle des expériences. Donc, je vous dis pour Atlas, Guido fera la même chose pour CMS. Atlas a pris des données avec une efficacité plus grande de 90%. Et une qualité de données aussi supérieure à 90%. Après 3 ans d'opération, la fraction d'éléments sensibles de canaux d'électronique qui ne marchaient pas, quand on a ouvert Atlas il y a un mois ou deux, était entre quelques pour 1000 et maximum 5%, ce qui est remarquable pour une expérience d'une telle taille et d'une telle complexité avec des 100 millions de canaux. Donc, si vous voulez, la fraction de collision que l'accélérateur nous donne et que nous, on utilise pour la physique est de 90%, ce qui est une fraction très élevée. Et pourquoi cela est important? Parce qu'à nouveau, on cherche des phénomènes rares. Donc, par exemple, même le Higgs, qui est assez léger, un des modes d'intégration préférés, un des modes dans lequel on l'a découvert, le 4 leptons, a une section efficace très faible. Donc,
en juillet 2012, on avait qu'une poignée d'événements. Donc chaque événement est important, donc chaque % d'efficacité qu'on gagne ici et là est crucial pour quand on veut découvrir un nouvel objet. Donc ça, c'était aussi donc, un ingrédient très important. Alors, l'accélérateur nous a donné beaucoup de luminosité, beaucoup d'intensité, beaucoup de collisions, ce qui était essentiel pour arriver rapidement à la découverte, mais le prix que nous, l'expérience, avons dû payer s'appelle PILAP. Alors, qu'est-ce que le PILAP? Alors, comme Jörg vous expliquera, les faisceaux ne sont pas des flux continus de protons, mais les protons sont plutôt groupés dans des paquets. Chaque paquet contient 100 milliards de protons, chose comme ça, et a une taille transverse de l'ordre de 20 microns. Donc, c'est des paquets très, très serrés, très étroits, très denses pour augmenter la probabilité d'interaction. Ces paquets sont spacés de 50 nanosecondes, donc à peu près 15 mètres. Et donc, tous les 50 nanosecondes, un paquet d'un faisceau se croise avec un paquet de l'autre faisceau dans Atlas ou dans CMS. Mais comme il y a beaucoup de protons dans ces paquets, la probabilité d'avoir des interactions multiples entre plusieurs protons est très élevée. Donc, quand vous enregistrez le produit d'une collision dans Atlas ou dans CMS, vous pouvez avoir une interaction intéressante, par exemple la production d'un Z, la production d'un boson de Higgs, mais cette collision, cette interaction, elle est superposée avec des dizaines d'autres interactions entre protons dans les mêmes paquets, donc au même endroit, simultanées, qui, elles, ne sont pas intéressantes, c'est des interactions molles, soft, comme on les appelle, mais quand même produisent du bruit et rendent les événements très complexes. Donc c'est ça qu'on a dû affronter. Alors par exemple, vous voyez ici une vue transverse d'Atlas. C'est le détecteur interne, ça c'est le point de collision. Alors vous imaginez les faisceaux sont perpendiculaires à l'écran. Un faisceau rentre, l'autre sort, la collision est ici. Donc voilà la situation en 2010. La luminosité, l'intensité de la machine était assez faible, donc il y avait typiquement une à deux collisions par croisement des paquets, et vous voyez que vous pouvez presque reconstruire les traces des particules produites dans la collision à l'œil, c'est assez simple. En 2011, la luminosité monte, et à ce moment-là, encore, la situation devient encore plus complexe, mais encore vous arrivez à distinguer les différentes particules. Et en 2012, hop, encore un autre saut en luminosité. Et là, vous voyez la situation. C'est assez bordélique, si vous me... Pardon pour les mots, mais c'est assez compliqué. Donc, c'est ça qu'on a dû affronter. Alors, cet événement, qui est un événement enregistré par Atlas en 2012, montre une collision entre les paquets. C'est une vue autour de la région de la ligne du faisceau. Ça, c'est la ligne du faisceau où les deux faisceaux se croisent. Et dans cet événement-là, cette collision des paquets, un Z, une particule importante dans le modèle standard qui se désintègre en 2 muons, a été produit. Mais en même temps, il y a 24 autres collisions entre protons dans le même paquet, qui, vous voyez, produit de la complexité et du bruit de fond. Donc ça, c'était pour nous le défi expérimental, l'enjeu expérimental le plus important. On a dû avaler le PILAP pour pouvoir monter en intensité et donc arriver à une découverte rapidement. En même temps, vous pouvez aussi apprécier la puissance de ces détecteurs. Là, c'est des détecteurs au silicium, que je montrais tout à l'heure, des pixels surtout, et des outils de reconstruction qui permettent de reconstruire chaque vertex dans une région de typiquement 6 cm, hein, c'est une région là de 6 cm, et en fait, ils arrivent à distinguer des deux vertex différents jusqu'à une distance minimale d'à peu près 500 microns, un demi millimètre. Donc vraiment, c'est un pouvoir de résolution énorme. Bon, alors l'avantage bien sûr de la luminosité, c'est qu'on a enregistré une grande quantité de données intéressantes. Donc, je vous montrerai les résultats des physiques, mais un paramètre, bien sûr, c'est de regarder le nombre de publications. Donc, ce plot, cette figure montre le nombre de papiers, de publications, d'articles que Atlas a publiés ou soumis pour la publication en fonction du temps, à partir de début, donc à partir de, disons, début 2010. Et aujourd'hui, on est arrivé à 250 publications donc, qui contiennent le output scientifique de la manip jusqu'à maintenant.
En fait, encore plus intéressant, si on regarde la totalité des événements qu'Atlas a enregistrés jusqu'à aujourd'hui, après toutes les sélections de l'analyse, on a aujourd'hui dans notre échantillon de données 100 millions de bosons W qui se désintègrent en leptons neutrinos, donc électrons au muon, 10 millions de Z, un demi-million de paires top, de quarks top, anti-top. Donc ça fait des dizaines de centaines plus que le collisionneur précédent, le Tevatron, en seulement 3 ans d'activité, comparé à 30 ans d'activité du Tevatron, qui était une machine proton-antiproton. Donc c'est clair, c'était plus difficile d'arriver à des grandes intensités, mais aussi l'énergie était 4 fois plus faible. En fait, le lâcher commence à devenir une usine à Higgs, parce que quand la machine tourne au maximum de sa puissance en intensité, typiquement, un X qui se désintègre en gamma-gamma est produit chaque heure, disons, et chaque jour, un X qui se désintègre en 4 leptons. Et aujourd'hui, la totalité des données d'Atlas contient à peu près 600 candidats X du signal X. Bon, alors, le premier pas, avant de pouvoir proclamer une découverte, c'est de mesurer ce qu'on connaît dans un nouveau régime en énergie. Donc, ce qu'on a fait, on a mesuré toutes les particules connues, leur interaction dans le nouveau régime en énergie, et ce plot résume un certain nombre de mesures, pas toutes, on a choisi quelques-unes les plus importantes. Donc, vous pouvez voir ici les sections efficaces qu'on a mesurées dans Atlas pour la production des particules fondamentales, le W, le Z, le top single ou en paire de top quark, paire de Z, W, etc. Alors, en rouge, les mesures à 7 TeV, donc en 2011. En bleu, les mesures, le point bleu, c'est les mesures à 8 TeV, donc données 2012. Et la chose à remarquer, c'est que la théorie, donc le modèle standard, qui est indiqué ici par les barres horizontales orange ou vert, décrit très très bien les observations expérimentales. Donc le modèle standard marche très bien aussi à 7-8 TeV, comme on l'avait déjà testé à des énergies plus faibles. Donc bravo à Jean et à ses collègues qui sont les pairs du modèle standard. Mais ces mesures sont aussi une étape obligée pour pouvoir, dans le chemin des découvertes, parce que ces processus sont des bruits de fond parfois irréductibles pour des recherches. Par exemple, le Higgs qui se désintègre en 2 Z qui vont en 4 leptons, ben, la production de paires de Z est un bruit de fond qu'il faut vraiment comprendre bien. Donc il faut démontrer qu'on comprend, qu'on mesure très bien ces processus, qu'on les maîtrise, avant qu'on puisse sortir une découverte ou annoncer une découverte crédible. Donc en fait, le 4 juillet, on était là, on avait étudié, compris ces processus avec une très bonne précision, et donc on a pu effectivement annoncer la nouvelle particule, la découverte. Donc depuis le 4 juillet, on a fait beaucoup de progrès grâce au fait qu'on a 3 fois plus de données à notre disposition aujourd'hui. Donc je vous montrerai des résultats qui sont basés sur la totalité de ces données, mais aussi qu'on a développé des analyses plus sophistiquées et plus puissantes. Donc je vous dirais quel est l'état de la connaissance maintenant de cette particule et de ses propriétés. Donc le 4 juillet, on était au niveau de découverte. Là maintenant, on est plus au niveau de mesure des propriétés de la nature de cette particule pour comprendre, de déchiffrer son origine, quel type de particule, quel type d'interaction, quel modèle, etc. Alors, je vous rappelle tout d'abord qu'un boson de Higgs est produit dans un collisionneur hadronique, en particulier LHC, à travers 4 processus principaux. Donc la fusion de 2 gluons, donc un gluon, le gluon c'est la particule qui transmet l'interaction forte, donc qui tient les quarks dans les protons, c'est la colle. Donc un gluon qui vient d'un proton avec un gluon d'un autre proton, donc c'est la fusion de ces 2 particules à travers une boucle de top quark qui produit un boson de Higgs. Ça c'est le processus dominant. Le deuxième processus est la fusion de 2 W, boson W aussi Z mais un peu moins, qui sont irradiés des 2 quarks qui viennent provenant de 2 protons. Ce processus s'appelle Vector Boson Fusion, ou VBF. Et puis le Higgs peut être aussi produit en association avec un WZ ou une paire de quarks top.
Dans la région de masse, autour de 125 GeV, où on a découvert cet objet, les modes de désintégration qui sont utilisés du point de vue expérimental, pour lesquels la sensibilité expérimentale est la plus élevée, c'est la désintégration en 2 photons, la désintégration en 4 leptons à travers des paires de Z, et la désintégration en 2W qui donne 2 leptons chargés et 2 neutrinos dans l'état final. Et puis ensuite, un peu plus difficile, la désintégration en 2 taux et la désintégration en 2 quarks B. Les 3 modes de désintégration principaux, les plus importants, sur lesquels on a basé la découverte, en fait, sont très, très difficiles, même s'ils sont les plus prometteurs, les plus faciles par rapport à d'autres, mais sont vraiment très difficiles et présentent des enjeux différents du point de vue expérimental pour de différentes raisons. Soit le signal est très faible, X en 4 leptons, je vous disais, une poignée d'événements. On avait en total, Atlas, le 4 juillet 2012, avait en total 13 événements dans cette région de masse, donc, dont moitié signal, moitié fond, donc à peu près 6 événements de signal. Donc, signal très faible. Soit parce que le rapport entre le signal et le bruit est très élevé, est beaucoup plus élevé que le signal lui-même. Donc, c'est difficile d'extraire un signal quand le bruit est très grand, c'est le cas du gamma-gamma, soit parce que l'état final est très compliqué. Donc il y a de l'énergie manquante, il y a des jets, il y a plusieurs choses, comme c'est le cas du W. Donc il a fallu une grande quantité de travail expérimental acharné, très méticuleux, pour arriver à faire travailler les détecteurs au maximum de leur puissance et pour arriver à sortir ces signaux des bruits de fond, donc arriver en découverte. Et je voudrais souligner que la plupart des idées dans l'analyse, en fait, viennent des jeunes physiciens. Donc il y a une contribution de la partie jeune de la collaboration qui est très importante. Alors, je vais juste vous montrer 2 exemples, gamma-gamma et 4 leptons, et puis aller à la partie de mesure des propriétés. Alors, le mode gamma-gamma est un mode simple, apparemment, parce que le Higgs se désintègre en 2 photons qui donnent de grands dépôts d'énergie dans le calorimètre électromagnétique, donc un événement assez relativement simple. Le problème, c'est que le bruit de fond, qui vient de paires de photons produits par des processus du modèle standard qui sont autres que le Higgs, donc rien à faire avec le Higgs, c'est le processus qu'on connaît depuis des dizaines d'années, est très élevé, et 30 fois plus élevé que le signal du Higgs. Donc ici, l'aspect crucial du point de vue expérimental, c'est une bonne résolution en énergie et en masse du détecteur qui est utilisé pour mesurer les photons, c'est le calorimètre électromagnétique, pour pouvoir sortir un pic étroit dû au signal sur le grand bruit de fond. Donc, et ça, c'est démontré, illustré dans ce petit schéma. Vous voyez ici en bleu le bruit de fond gamma-gamma qui lisse, qui continue, qui descend. Et vous voyez, si vous avez un détecteur avec une très bonne résolution, vous pouvez sortir un pic étroit, convaincant sur votre bruit de fond. C'est le pic en rouge. Par contre, si votre détecteur a une résolution misérable, dans le pic, en vert, devient une espèce de patate étalée sur une grande région. Et c'est difficile de dire si cette patate est vraiment due à une nouvelle particule, à une résonance, à un pic, ou bien c'est juste une fluctuation de votre bruit de fond. Donc, si vous voulez découvrir le Higgs en gamma-gamma vite, vous avez besoin d'un détecteur qui travaille dans ce régime de résolution. Donc, les calorimètres d'Atlas et de CMS sont vraiment complémentaires, complètement différents et assez complémentaires. Guido vous dira plus sur le calorimètre de CMS, mais je voudrais juste mettre le doigt sur cette différence parce que c'est aussi assez instructif du point de vue de l'histoire. Donc, le calorimètre de CMS est un calorimètre en cristaux homogène et donc à une résolution en énergie excellente de l'ordre de 3% sur racine de E, donc sur la masse du Higgs, c'est de l'ordre de 1 G, 20%, un truc comme ça. Atlas a un calorimètre à échantillonnage, donc fait de plaques de plomb dans un bain d'argon liquide. Donc la résolution est moins bonne, 10% sur racine de E. Mais par contre, ce calorimètre peut être segmenté en profondeur en plusieurs compartiments, ce qui n'est pas possible avec les cristaux. Et donc, ça permet de mesurer l'angle des photons. Et donc, à partir de l'angle des photons mesuré en extrapolant en arrière vers la ligne du faisceau, reconstruire le vertex
primaire, ce qui est un atout dans des conditions de high pile-up, parce que vous ne devez pas reconstruire les vertex en utilisant la grande complexité des traces, vous pouvez utiliser les photons et le calorimètre. Aussi, le premier compartiment du calorimètre a une granularité très fine, en strip, de 4 mm, ce qui permet de séparer des gerbes isolées qui viennent d'un photon des deux gerbes proches qui viennent de la désintégration d'un pi0 et donc de rejeter ce potentiel bruit de fond. Et je me souviens, moitié des années 90, quand on devait choisir les technologies pour les calorimètres d'Atlas et de CMS, beaucoup de discussions très animées avec mes amis et collègues de CMS sur les deux technologies. Et on se disait les uns les autres, ton calorimètre ne marchera jamais. Et en fait, les deux ont marché. Les deux ont découvert le boson de Higgs. Donc, c'est la complémentarité dont Gabriel parlait au début. Bon, voici le résultat d'Atlas pour le Higgs en gamma-gamma. Ce plot montre la masse, le spectre en masse de photons pour la totalité des données qu'on a enregistrées. Vous voyez, alors les données, c'est les points noirs, donc les lignes rouges, c'est les fits, et vous voyez clairement, même à l'œil nu, un pic clair autour de 125 GeV, okay, qui est encore plus clair si vous faites une soustraction du bruit de fond. La probabilité que ce pic soit dû à une fluctuation du bruit de fond vers le haut est de 10 à la puissance moins 13, qui est assez petit, et qui veut dire que la signification statistique de cette observation est de 7,4 sigma. Je vous rappelle que le standard scientifique pour annoncer une découverte est 5 sigma. Et que le 4 juillet 2012, on avait 5 sigma pile en combinant tous les canaux qu'on avait étudiés. Alors que là, on a plus que 5 sigma dans le seul mode en gamma-gamma. Donc on est maintenant, avec toutes ces données, en régime de découverte. On a découvert le Higgs avec le canal gamma-gamma tout seul. Donc on est au-delà de 5 sigma. En fait, on observe un signal qui est plus élevé que ce que le modèle standard prévoit, parce que le modèle standard nous dirait que la signification du pic devrait être 4 sigma, et nous on observe 7,4 sigma. Donc on est à un facteur 60-70% plus élevé. Je vais revenir sur ça plus tard. Cette figure montre un des ingrédients qui nous ont permis d'observer un pic à nouveau tellement étroit. Le pic est très large, c'est difficile de voir le signal. D'accord ? Cette figure montre la stabilité de la réponse du calorimètre électromagnétique en fonction du temps en 2012, sur presque toute la durée de la prise de données en 2012, sur plusieurs mois, comme on l'a mesuré en utilisant des Z, des W, donc des électrons qui viennent des sources de physique des données. Et vous voyez que le calorimètre est stable dans le temps au niveau d'une fraction du pour 1000. Et ça, c'est très important parce que si la réponse du calorimètre varie avec le temps, ce pic qui est intégré sur plusieurs mois s'élargit. Donc, c'est un des ingrédients. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des ingrédients qui montre comment le détail avec lequel on a dû contrôler et faire marcher ces détecteurs très complexes pour arriver à sortir ce signal. Voici un événement spectaculaire qu'on a enregistré en juin, donc à peu près il y a un an, juin 2012. Cet événement contient 2 photons de très haute énergie qui sont indiqués par ces 2 tours jaunes qui montrent l'énergie déposée par les photons dans le calorimètre électromagnétique. Ils ont aussi une autre particularité. Ils ont 2 jets de particules qui sont émis à petit angle par rapport au faisceau de la direction à l'avant et à l'arrière. Et ça, c'est la topologie typique de la production du Higgs dans ce processus de vector boson fusion, où les 2 quarks dans l'état final sont émis à petit angle du faisceau. Donc c'est un candidat pour production en vector boson fusion. C'est un événement très 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 joli. Le Higgs en 4 leptons, le mode en 4 leptons, c'est un canal complètement différent par rapport au gamma-gamma. Tout d'abord, la section efficace est beaucoup plus faible, un facteur 20 plus petite, ce qui est un moins si vous voulez, mais le plus, c'est que le rapport entre le signal et le bruit de fond est à 1 à 1, ou même 2 à 1, le signal est plus fort que le bruit de fond, alors que dans le gamma-gamma, c'était 1 à 30. Mais ici,
comme le signal est tellement rare, l'aspect expérimental le plus crucial qu'on a dû vraiment, sur lequel on a dû se battre, c'est d'avoir une excellente efficacité, une très grande, une très haute efficacité dans la reconstruction des leptons, donc les électrons et les muons, pour essayer de sélectionner chaque événement, de capturer la plupart du signal. Et donc, par exemple, ce plot illustre l'effort qu'on a fait. Il montre l'efficacité de reconstruction des électrons en fonction de leur impulsion. Donc, en rouge, c'était ce qu'on avait fait en 2011, les données en 2011. Vous voyez que c'est une grande efficacité, entre 90% et 97%. Mais on se dit, à la fin 2011, peut-être on peut faire mieux pour essayer de gagner quelques événements. Et chaque événement compte dans ce mode. Comme je vous ai dit, on a une poignée d'événements. Et donc, à la fin 2011 et début 2010, on a passé beaucoup de temps, à nouveau, surtout les jeunes, pour essayer d'améliorer la reconstruction et l'efficacité de la reconstruction des électrons. Et donc, en 2012, l'efficacité était 98% plat, la même en fonction de l'énergie. Donc, c'est ça, c'est ces gains qui semblent être petits, mais en fait, 1% ici, 1% là, à la fin, ça fait de la différence. Ça, c'est un ingrédient. Un autre ingrédient, c'est clairement aussi la capacité en général, pas seulement pour ce canal, de la simulation, de la compréhension qu'on a de nos données, de nos détecteurs, et donc qu'on transfère à la simulation, qui est un outil fondamental pour sortir des résultats de ce genre. Donc, par exemple, vous voyez ici un pic d'un Z en 2 muons et les données qui sont très, très bien reproduites par la simulation. Donc. Bon, alors, je viens au résultat. Cette figure montre la masse des 4 leptons dans l'état final. C'est la totalité des événements d'Atlas aujourd'hui. Les points des données en noir, vous voyez qu'ils suivent très bien le bruit de fond prévu par le modèle standard sans le Higgs, donc qui est indiqué en rouge. C'est tout sauf le Higgs, partout, sauf dans cette région-là. Oubliez le pic bleu, oubliez-le. Vous voyez qu'ici, on observe dans les données beaucoup plus que de ce que le modèle standard nous dit on devrait observer. En fait, dans cette région, Atlas a 32 événements et le bruit de fond, lui, il nous dit on en entend 11. Le reste, d'où il vient? Il vient d'un signal de Higgs qui nous donnerait 16 événements additionnels. À nouveau, la probabilité que ce qu'on observe est dû à une fluctuation de ce bruit de fond vers le haut est très petite, 10 à la puissance moins 10, ce qui veut dire que la signification statistique du pic est de 6,6 sigma. Donc, à nouveau, le canal 4 leptons, lui aussi, individuellement, il est au-dessus de la barre de la découverte. Je vous préviens, faites gaffe parce que Guido va montrer le même plot, mais dans CMS, le bruit de fond est en bleu et le signal est en rouge, alors qu'à l'Atlas, c'est le contraire. Donc, ça, la compétition entre manip. Voilà. Alors, ici, un autre événement, un joli événement X qui se désintègre en 4 leptons. Donc, dans cet événement, la particule est allée à 2 électrons. Vous voyez ici en vert les signaux dans le calorimètre électromagnétique. En rouge, les muons qui pénètrent et qui donnent des signaux dans le spectromètre extérieur en muons. Ces 4 particules, elles proviennent toutes du même vertex d'interaction, parce qu'elles proviennent toutes d'une seule particule mère qui s'est désintégrée. C'est très probable que cet événement ait un boson de Higgs et pas du fond, du bruit de fond, parce que le rapport signal-bruit pour ce mode est 1,52. Donc il y a plus de probabilité que ce soit le Higgs, un boson de Higgs qu'un événement de fond. Mais vous voyez, par exemple, dans cet événement qui est quand même assez propre, vous voyez qu'il y en a une autre dizaine de vertex qui viennent du PyLab. Donc, voilà. Alors, si on met ensemble tous les modes de désintégration qu'on a étudiés dans Atlas, donc les 2 que j'ai décrits, gamma-gamma et 4 leptons, et les autres que je mentionnais rapidement au début, donc les WW, Toto, BB-bar, etc., on atteint une signification statistique du signal de 10 sigma, c'est-à-dire probabilité que ce qu'on a observé vient d'une fluctuation du background est de 10 à la puissance moins 24.
Donc, il n'y a aucun doute qu'il s'agit qu'on a découvert une nouvelle particule. Et donc, depuis déjà quelques temps, on a mis l'accent sur les études de propriétés de cette particule pour essayer de comprendre la nature. Et clairement, les deux premières questions qu'on s'est posées sont les suivantes. Est-ce que cette particule est un boson de Higgs, un boson de Higgs? Première question. Deuxième question, est-ce que cette particule est le boson de Higgs prévu par le mécanisme de Higgs, Baut, Engler, Higgs et d'autres, Guralnik, Kibble, etc., Hagen, dont Jean nous a parlé. Donc je vous donnerai quelques exemples pour essayer de répondre, d'affronter au moins, commencer à affronter ces questions. Donc tout d'abord, on a mesuré la masse de cet objet. Atlas trouve 125,5 GeV, c'est basé sur les canaux de haute résolution, 4 leptons et gamma-gamma, avec une incertitude, une erreur de 700 MeV, donc on est déjà à une précision de quelques pour 1000 après seulement quelques mois. Deuxième point, on a mesuré l'intensité de production du signal dans les différents modes de désintégration, donc les deux que j'ai décrits, gamma-gamma et 4 leptons, et aussi les autres. Les résultats sont montrés ici divisés par la prédiction du modèle standard pour un Higgs standard. Donc, si le Higgs est standard, on devrait trouver que les résultats sont autour de 1. Et en fait, vous voyez que les points sont aussi proches, c'est assez proche de 1. Bien sûr, les barres d'erreur sont assez grandes dans certains cas. Le point qui a le plus grand écart, c'est le mode gamma-gamma. Comme j'avais dit, on observe un signal qui est plus élevé de ce que le modèle standard prévoit pour un Higgs standard. C'est à 2,4 sigma du modèle standard. Mais si on combine toutes les mesures, on obtient une intensité globale du signal du Higgs qui est, le signal de cette particule, qui est 1,3 fois ce qu'on attend pour un Higgs standard, avec une erreur d'à peu près 20%. Donc, on peut conclure que ça ressemble vraiment à un boson standard. On ne peut pas dire avec certitude que c'est un boson de Higgs standard, parce que les barres d'erreur sont encore au niveau de 20%, et il pourrait y avoir des écarts au niveau de quelques pourcents, ou des choses comme ça. Donc, première chose. Deuxième point, on a fait un autre pas, de voir si on arrive à séparer, isoler les différents modes de production. Parce que là, ce qu'on montre ici, c'est le signal global. Produit, on s'en fiche du processus qui a donné lieu au Higgs en spécifique. Est-ce qu'on peut essayer de voir si le Higgs a été produit en fusion de gluons ou en fusion de bosons vecteurs? Oui, on l'a regardé, ça. Et un des résultats de ces études, je ne vais pas aller dans les détails, est qu'on a établi dans l'Atlas l'évidence de la production du Higgs dans ce processus de vector boson fusion au niveau de 3 sigma. On a un signal 3 sigma de vector boson fusion. Et ça, c'est important parce que combiné avec l'observation de la désintégration du Higgs en W, en paire de W et en paire de Z, ça démontre la première empreinte digitale d'un boson de Higgs. Un boson de Higgs est un objet qui doit se coupler au boson de jauge électrofaible, W et Z, d'une façon bien spéciale, parce que le but du mécanisme de Higgs, c'était de donner la masse à ces bosons de jauge. Et donc, c'est clair que cet objet doit se coupler à ces bosons de jauge d'une certaine manière. Donc, le fait que ce qu'on observe est en accord avec ce que le modèle standard nous dit, c'est vraiment la première pièce à conviction que cet objet est de la classe boson de Higgs. On ne sait pas encore si c'est standard ou pas, mais c'est le premier. On s'est aussi posé la question, est-ce qu'il y a de nouvelles particules qu'on ne connaît pas, donc de la nouvelle physique, qui circulent dans les boucles? Il y a une boucle de top quark ici, dans la fusion de gluons, mais aussi la désintégration du Higgs en gamma-gamma se passe à travers une boucle de W. Est-ce qu'il y a d'autres particules qui circulent, qu'on ne connaît pas, qui circulent dans ces boucles? Donc on a mesuré, on a fité nos données, et on trouve que, non, on n'a pas trouvé des contributions exotiques au-delà du modèle standard. Les incertitudes sont toujours assez grandes, de l'ordre de 20%, mais quand même, au niveau de 20%, il n'y a rien de spécial, malheureusement, parce qu'on aurait bien quelque chose de nouveau.
On a mesuré les couplages en faisant de différentes ascensions et de différentes hypothèses, plus ou moins contraignantes. Je ne vais pas aller dans les détails ici parce que je vais passer à discuter la deuxième empreinte digitale d'une particule, si on veut la classer comme boson de Higgs. Comme Jean l'a déjà dit, un boson de Higgs est une particule scalaire, spin 0. Et comme il a déjà dit, les particules qu'on avait découvertes jusqu'au 4 juillet, il y en avait 16, ça c'est la 17e, celle-ci est la 17e, appartiennent à deux classes différentes, les particules de matière, comme les électrons et les quarks, qui sont des fermions, spin 1,5, et les particules responsables de transmettre les forces, donc les bosons de jauge, donc le gluon, le photon, le W et le Z, qui, elles, ont spin 1. Le boson de Higgs est une particule spéciale, elle n'est pas une particule de matière, elle n'est pas une particule de force, et a un spin spécial, un spin 0, c'est un scalaire. Alors, est-ce que la particule qu'on a observée est un scalaire? Comment on fait pour mesurer le spin, qui est un nombre quantique intrinsèque d'une particule? Ben, on regarde aux distributions angulaires des produits de désintégration, parce que cette distribution garde la mémoire du spin de la particule mère. Donc, par exemple, pour le mot d'un gamma-gamma, on regarde à l'angle polaire par rapport au faisceau de deux photons. Et donc, vous voyez, par exemple, la distribution de cet angle est montrée ici pour les données d'Atlas de 2012. Donc, les points noirs nouveaux sont les données. En jaune, vous voyez la distribution du bruit de fond, ce continu là, qui est sous le pic, qu'on a déduit des régions à côté du pic. Donc les données ici sont dans la région du pic. Vous prenez le pic que vous avez vu tout à l'heure, visible à l'œil nu, et vous regardez la distribution angulaire de ces événements. Ensuite, vous prenez les événements qui sont dans les régions à côté, donc c'est des événements du bruit de fond, il n'y a pas de pic dans les régions à côté, et vous obtenez la distribution en jaune. Et puis, la simulation du modèle standard nous dit la distribution angulaire pour un boson de Higgs, donc une particule à spin 0. Donc, vous menez les choses ensemble, vous voyez déjà que les points et la prédiction sont en bon accord. Mais bon, ça c'est qualitatif. Si on veut faire un truc un peu plus quantitatif, on doit utiliser des outils statistiques plus puissants. Donc, on fit ces distributions pour de différentes hypothèses de spin. Spin 2, par exemple, okay, comme le graviton. Alors, vous attendez pour le spin 2 une réponse comme ça, en rouge. Puis vous faites la même chose pour un spin 0, vous attendez à la distribution en bleu et vous comparez le résultat du fit aux données. Et les données, c'est la barre noire. Et vous voyez que les données sont en très bon accord avec l'hypothèse 0 et en fort désaccord avec l'hypothèse spin 2 qui, elle, en fait, est rejetée au niveau de confidence de 99,9%. Maintenant, si cette particule est un scalaire, donc les données semblent indiquer, les données indiquent que c'est une particule scalaire. On ne sait pas encore avec une certitude de 100% que c'est une particule élémentaire, c'était discuté tout à l'heure, d'accord? Mais ça a l'air d'être une particule élémentaire, scalaire élémentaire. C'est une découverte révolutionnaire. C'est la première particule scalaire élémentaire. Il y a des particules scalaires comme le pion qui ne sont pas élémentaires. Et cette chose, donc c'est la première fois, c'est quelque chose de complètement différent, c'est une particule complètement différente par rapport aux autres, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça a des conséquences aussi pour l'évolution de l'univers, parce que, comme vous le savez, l'univers, d'après les théories de cosmologie, qui sont aussi supportées par un certain nombre de mesures expérimentales, l'univers, au début de son histoire, est passé à travers une période qu'on appelle l'inflation. Et on pense que l'inflation a été déclenchée par un champ scalaire. Donc le fait qu'on a démontré que dans la nature, les champs scalaires existent, c'est clairement un pas vers l'avant important aussi pour les théories de cosmologie. Donc c'est la portée de cette découverte, je pense, c'était très, très importante. Bon, j'ai encore 5 minutes, 3 minutes? Moins... Ok, d'accord. Tu me l'as dit avec l'air de qui dit, tu as déjà pris 20 minutes de plus. Ok. Comment? Bon, alors, on va, dans un futur proche ou lointain, on doit affronter deux autres questions.
La première question est la suivante. Dans le modèle standard, ce processus, la diffusion de paires de W à grande énergie, n'est pas physique. C'est-à-dire que la section efficace, la probabilité de production, diverge, ce qui n'est pas physique, n'est pas naturel. En fait, dans les modèles standards, ces divergences ne sont pas là parce qu'il y a un autre processus où la particule échangée est le boson de Higgs. Et donc, cette particule, ce processus annule les effets désastreux, disons, de ce processus-là. Donc, si on n'avait pas découvert le boson de Higgs, la première chose qu'on ferait serait d'aller voir le comportement de ce processus à haute énergie. Parce que là, on devrait voir des choses bizarres. Maintenant, on a découvert le Higgs, mais on veut quand même vérifier que c'est lui qui empêche à ce processus de se comporter mal, en fait, et donc que lui, il accomplit son rôle d'annuler les divergences dans cet état final. Donc, c'est un test de clôture, si vous voulez, un test de consistance du modèle standard qui est très important, mais pour ça, on a besoin de l'énergie de projet du LHC, haute énergie, 14 TeV, et on a besoin de beaucoup de données, 100 fois plus de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut vraiment la phase à haute luminosité du LHC, c'est pour la prochaine décennie. L'autre question à laquelle déjà Jean a fait illusion, pourquoi le Higgs est tellement léger? Parce que dans le modèle standard, des particules scalaires reçoivent des corrections radiatives, comme toutes les particules, en fait, l'électron, etc., à travers des boucles comme celle-ci qui contient le quark top. Mais pour une particule scalaire, ces corrections radiatives divergent, sont très grandes, et donc elles rendent la masse instable. Donc elles divergent comme lambda au carré, où lambda est l'échelle jusqu'à laquelle le modèle standard marche. Donc pourquoi en fait la masse du Higgs est stable? Elle est bien finie, 125 GeV, relativement léger, etc. Qu'est-ce qui protège la masse quel est le mécanisme qui protège la masse du Higgs? Est-ce que c'est le hasard ou bien une nouvelle symétrie, comme la supersymétrie, qui prévoit l'existence de nouveaux spectres de particules? On a déjà vu des analogies dans l'histoire. La masse des électrons aussi pourrait diverger. Elle ne diverge pas parce qu'il y a de l'antimatière qui intervient. Là, il y a la matière et l'antimatière qui interviennent. Mais là, on ne sait pas. La supersymétrie est un bon candidat parce qu'elle prévoit... Bon, c'est une théorie très motivée, tout d'abord, au-delà du modèle standard pour d'autres raisons, mais elle prévoit un spectre de nouvelles particules qui peuvent contribuer à des boucles qui annulent l'effet négatif, désastreux, disons, divergent de ces boucles-là. Donc, des boucles, par exemple, qui contiennent le partenaire supersymétrique du top qui s'appelle stop. Le problème, c'est qu'on a cherché la supersymétrie partout, jusqu'à maintenant, dans nos données, on n'a rien trouvé. On a cherché dans beaucoup de scénarios, beaucoup de topologies, etc. Et donc, vous voyez la seule chose qu'on a pu faire, c'est de mettre des limites inférieures aux masses de particules supersymétriques dans un grand nombre de scénarios. Et vous voyez que ces masses se situent entre quelques centaines de GeV et 1 TeV. Donc, on n'a rien trouvé. Est-ce qu'il faut désespérer? Bon, nos amis théoriciens commencent à être un peu inquiets. Mais je dirais non, tout d'abord, parce qu'on va encore chercher avec encore plus d'énergie dans les données qu'on a déjà enregistrées. Et puis, clairement, on va continuer avec plus de vigueur en 2015, avec plus d'énergie, avec plus de données. Donc, la suite, c'est que l'été prochain, on va combiner les données d'Atlas CMS. Et donc, en combinant les données des deux expériences, on va sûrement augmenter la précision dans la mesure des propriétés du boson de Higgs. Et aussi, c'est l'avantage d'avoir plusieurs manips et pas juste une, parce qu'on double la quantité de données. Ensuite, comme je dis, en 2015, on va reprendre l'opération à 13-14 TeV et on espère enregistrer à la fin de cette décennie, vers l'année 2020, 10 fois plus de données que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, après une autre phase d'amélioration de l'accélérateur, on espère d'avoir 100 fois plus à la fin de la prochaine décennie. Et c'est clair qu'avec un tel échantillon de données à haute énergie, on doit pouvoir explorer l'échelle, la nouvelle physique avec un grand potentiel. Donc, avant de conclure, juste un petit résumé de l'état actuel sur les questions principales sur le boson de Higgs. Où est-ce qu'on en est? Alors, est-ce que c'est un boson de Higgs? Je pense aujourd'hui on peut dire oui. Cette particule est une particule nouvelle, une nouvelle classe,
qui appartient à la classe des bosons de Higgs, parce qu'il se couple au W au Z, comme prévu, et parce qu'il est un scalaire. Deuxième question, est-ce que c'est le boson de Higgs du modèle standard? Ça lui ressemble, mais on ne peut pas conclure d'une façon définitive, parce que l'accord aujourd'hui est dans les barres d'erreur qui sont quand même assez grandes à niveau de 20%. On est en train de chercher de nouveau d'autres Higgs, on n'a rien trouvé, mais on continuera à chercher. Pour les autres questions, il faut attendre plus d'énergie et plus de données. Et pour conclure sur une note plus légère, je vais vous montrer l'évolution du signal avec le temps, et j'espère que l'animation va marcher, pour deux modes de désintégration, le 4 leptons dont j'ai parlé, et le lepton neutrino, de lepton neutrino dont je n'ai pas parlé en détail. Oh non, ça marche pas. Oui, ça marche. Ça va commencer après. Donc, alors, le point noir montre l'évolution du signal au fur et à mesure qu'on accumule de la luminosité. Et en rouge, le spectre, en rouge, le bruit de fond sans signal, ou en bleu ici. Et puis, vous voyez, quand vous rajoutez le signal, que ça colle parfaitement. Donc, conclusion, bon, je vais conclure sur cette image spectaculaire du détecteur Atlas, auquel on a à nouveau l'accès depuis après 3 ans. Hein, ça fait, parce que pendant 3 ans, il était enfermé dans sa caverne souterraine pendant qu'on prenait les données. Et là, on l'a ouvert quand on avait un arrêt. Et en fait, la première période de prise de données du LHC a été extraordinaire, une grande aventure, une grande émotion, beaucoup de travail, mais aussi très, très gratifiant. L'accélérateur, les expériences et le calcul, l'infrastructure de calcul ont vraiment fonctionné à merveille. Je dirais aussi, sans trop nous vanter, aussi les physiciens ont dû travailler au-delà des attentes, et donc c'était dur, mais très, 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 très intéressant. Les résultats, bien sûr, comprennent un grand nombre de résultats de physique. En fait, on a produit une quantité énorme de physique de grande qualité, mais c'est clair que le flagship, le drapeau, est la découverte de cette particule très spéciale qui ressemble de plus en plus au scalaire du modèle standard, mais on ne peut pas encore conclure que c'est vraiment le Higgs standard. Ces aboutissements sont clairement les résultats de 20 ans d'efforts de la communauté impliquée dans le projet LHC, un travail acharné de grande qualité. Je pense que plus en général, comme Gabriel le disait au début, c'est le résultat de l'ingéniosité, de la vision, de la détermination de la communauté de la physique des hautes énergies. Et ça inclut toutes les composantes, c'est-à-dire l'accélérateur, l'instrumentation, le computing, le calcul, la physique expérimentale et la théorie. Et je voudrais donc dire un grand merci à Gabriel et à ses amis, ses collègues théoriciens qui nous ont beaucoup inspirés et motivés, qui nous ont donné le courage d'entreprendre cette grande aventure qui est très, très gratifiante. Merci.